Bonsoir, je suis Abdesalam Boujedraoui. Je vous propose un ensemble de vidéos sur un sujet qui est très important, celui des sondages. Vous trouverez également dans la description un lien pour télécharger un dossier spécial sur le même thème. Donc aujourd'hui, je commence par l'ancêtre des sondages qui s'appelle les straw polls ou votes de paille. Alors c'était une pratique qui était très répandue aux États-Unis d'Amérique entre la fin du 19e siècle et le début du 20e. Elle était essentiellement pratiquée par des groupes de presse et spécialement un magazine très célèbre en son époque qui est intitulé le Literary Digest. Alors, l'idée sous-jacente de ce sondage, donc au vote de Paris straw poll, était la suivante. Plus on interrogeait le plus grand nombre possible d'individus, plus on se rapprochait de la réalité, par exemple des votes d'une élection. Ce qui répond d'une certaine manière à l'un des aspects de la loi du plus grand nombre. Le Literary Digest, parfois, envoyait des questionnaires à 20 millions de personnes et il recevait parfois jusqu'à 10 millions de retours, c'est-à-dire 10 millions de personnes qui vont renvoyer le questionnaire au magazine, ce qui nécessite, vous le concevez bien, plusieurs centaines de personnes pour procéder au dépouillement. Alors le procédé se faisait de la manière suivante, c'était de toutes les façons par correspondance, par la voie des lettres. Donc on envoyait, ou on trouvait également dans le magazine deux documents. Le premier document était le questionnaire où on posait un certain nombre de questions, des interrogations, soit sur une cote de popularité, soit sur des intentions de vote. Donc ça, d'une part. D'autre part, il y avait un autre document, un autre bulletin. C'était un bulletin d'abonnement au magazine. On prenait les deux documents, on les mettait dans la même enveloppe et on envoyait le tout à l'adresse du magazine. Donc, on peut dire, ce qu'on pourrait finalement affirmer, c'est que les straw polls, les votes de paille, avaient les mêmes objectifs que les sondages modernes que nous connaissons actuellement. Mais, ça c'est très important, la méthodologie n'était pas encore présente comme nous le verrons la prochaine fois dans la prochaine vidéo. Nous arrivons à 1936, il y a un vote crucial. C'est-à-dire on doit choisir le nouveau président. Alors deux candidats face à face. Le premier, c'est pour être réélu, c'est Franklin Roosevelt. Le second, c'est un certain Alfred Landon. Le magazine qui utilise le straw poll Literary Digest donnait une estimation pratiquement coup sûr. Il disait que le candidat Alfred Landon allait l'emporter par une écrasante majorité d'à peu près 60%. Et que le Franklin Roosevelt ne sera pas réélu. Alors à l'époque, il faut savoir que l'on ne s'intéressait pas trop au pourcentage comme maintenant ne les interprétait pas. Alors donc, le straw poll donnait gagnant le candidat Alfred Landon et en même temps, parallèlement, il y avait quelques instituts de sondage, ils étaient trois, qui ne vont pas utiliser la loi du plus grand nombre, c'est-à-dire envoyer, atteindre par un questionnaire le maximum de personnes possible, mais utiliser un échantillon représentatif et qui était assez conséquent par rapport à l'époque. Et je vous signale que lors de cette élection de 1936, le Literary Digest avait atteint 10 millions de personnes. C'est hallucinant, c'est un nombre impressionnant. Et il avait reçu à peu près 5 millions de réponses au questionnaire sur les intentions de vote. Et lorsque on donna les résultats finaux,
l'Estropole et Literary Digest s'étaient trompés. C'était l'inverse qui s'était passé. Ce furent les instituts de sondage qui eurent raison. En effet, à l'inverse d'Estropole, ces trois instituts, tous les trois, avaient prédit que ce serait la réélection de Franklin Roosevelt avec 60% et même plus de votes. Et parmi ces instituts, l'un restera très célèbre du fait de son inventeur qui s'appelle George Gallup. Alors George Gallup, en 1936, avec sa méthode, est considéré comme le père fondateur du sondage moderne qui ne se base plus sur le fait d'interroger le maximum possible, c'est-à-dire des millions. Donc, non pas sur la quantité, mais sur la qualité. Et par la suite, nous le connaissons, cette méthode de sondage par échantillonnage sera affinée à tel point que, comme je vous le dirai la semaine prochaine, on n'utilisera que 3000, 2000, voire même moins de 1000 personnes, des échantillons aussi petits, pour prédire avec une grande certitude les résultats, les résultats finaux. Alors, pourquoi il y a une erreur aussi flagrante de la part d'Estropole? La première concerne la qualité des personnes sondées, du public que l'on a questionné. Le Literary Digest a commis l'erreur d'interroger ses propres lecteurs qui sont d'une sensibilité particulière. Pour vous expliquer ce genre d'erreur, je suppose par exemple que l'on va poser une question uniquement aux lecteurs du quotidien, l'humanité, et que l'on leur demande, pensez-vous que le communisme sauvera l'humanité? Bien sûr, pratiquement 100% diront oui, puisque ce sont eux-mêmes des communistes, ou alors à 95%. Alors la réponse, on ne peut pas extrapoler, dire que, voyez-vous, 95%, 80 ou 100%, pardon, des Français disent que le communisme va sauver le monde. Tout ce qu'on peut dire, c'est que si on interroge tous les lecteurs de l'humanité, tout ce qu'on pourrait extrapoler et le dire même avec certitude, c'est que 100% des lecteurs communistes du journal L'Humanité pensent que le communisme sauvera le monde. Et à l'inverse, si on pose la question à un journal conservateur, au lecteur d'un journal conservateur qui n'est pas communiste, à ce moment-là, ce sera un résultat inverse. Mais là encore, on ne peut pas extrapoler tout ce que l'on pourrait dire, c'est que 60 ou 50%, je ne sais pas, 80% des lecteurs d'un journal de droite estiment que le communisme ne sauvera pas l'humanité. Alors c'était ça l'erreur fatale de ce journal Literary Digest qui, à partir de son propre électorat, a projeté les résultats de ces sondages d'opinion sur le reste des États-Unis. Il s'est complètement trompé. Il s'est tellement trompé qu'il va payer très lourdement l'addition, puisque en 1938, plus personne ne lui faisait confiance et il disparaîtra. Bien sûr, lui, Stropole faisait partie de son travail. C'était avec ça qu'il pouvait avoir beaucoup d'abonnés, puisque, comme je vous l'ai dit, ils envoyaient les deux bulletins. Mais il y a également des biais qui peuvent survenir d'une autre manière. Il ne faut pas oublier qu'en 1936, nous sommes dans la Grande Dépression. Il y a beaucoup de personnes, même ils sont très nombreux, ils sont majoritaires, à ne pas trouver de travail. Probablement, ceux qui ont répondu au questionnaire avaient les moyens de s'abonner à cette revue. Et peut-être que la situation actuelle qui existait, de crise, leur convenait. Et pour cela, ils ne voulaient pas de Franklin Roosevelt qui pouvait améliorer les choses. Alors,
déjà j'extrapole un peu sur la prochaine vidéo. Il y a toujours des biais qui sont tout à fait imprévisibles. Et ce que je me propose de vous en faire part dans la prochaine vidéo. À titre d'anecdote, un Français se trouve un an après aux États-Unis d'Amérique. Il l'enseigne, je vous dirai qui c'est la prochaine fois. Il rencontre Georges Gallup, fait sa connaissance, et lorsqu'il revient en France, il crée l'IFOP, qui est l'Institut français de l'opinion populaire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. D'ici là, portez-vous bien.